Nous avons déjà étudié les interactions fondamentales, en particulier les interactions gravitationnelles et électriques. Dans le cas de l'interaction gravitationnelle, deux corps de masse respective MA et MB interagissent par des forces toujours attractives, dirigées selon la droite qui relie les centres des deux corps, et de même valeur. L'interaction peut être associée à l'équation qui permet de calculer la valeur de ces forces, dont l'expression est connue sous le nom de loi de Newton. Dans le cas de l'interaction électrique, deux corps de charge respectives QA et QB interagissent de façon attractive si les charges ont des sens contraires ou de façon répulsive si les valeurs des charges ont le même signe. Les forces ont la même valeur, sont dirigées selon la droite qui relie les centres des particules et la valeur peut être calculée à partir de cette expression connue sous le nom de loi de Newton. Comment transformer ces relations en une relation vectorielle? Puisque les forces sont des vecteurs, ils ont une direction, un sens et une valeur. L'expression telle qu'elle est écrite ici, elle nous permet de calculer les valeurs. Si on considère l'aspect vectoriel, donc la représentation, on fait apparaître la petite flèche. Pour commencer, on doit modifier l'égalité, puisque f de A sur B est égal à moins f de B sur A, ce qui signifie que les deux forces ont même direction, même valeur et sens contraire. Il en est de même pour les forces associées à l'interaction électrique. On aura donc f de A est égal à moins f de A sur B, est égal à moins f de B sur A. Alors évidemment, pour que l'égalité se maintienne, le troisième terme de l'égalité doit lui aussi être un vecteur. Alors pour cela, on va ajouter une nouvelle composante. Ouais, c'est ce qu'on appelle un vecteur unitaire. Alors ce vecteur unitaire sera justement un vecteur avec une direction qui sera la direction commune aux deux forces, un sens. Nous allons dans ce cas appeler ce vecteur U de A vers B, c'est-à-dire le vecteur est orienté de A vers B. On va donc faire apparaître ce vecteur dans l'expression, et on va voir maintenant quels sont les sens. Le vecteur U de A vers B a en réalité le sens de la force F de B sur A, et donc opposé à F de A vers B. Donc, on va mettre ici le signe moins. Donc, cela nous permet de dire que la force de A vers B a le sens contraire au vecteur unitaire et la force exercée par B vers A a le même sens que le vecteur unitaire. On peut faire exactement la même chose pour le cas de la force électrique. Donc, on aura le vecteur unitaire, évidemment, comme le nom l'indique, le vecteur unitaire vaut 1. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est rajouter à cette expression l'aspect vectoriel. Oui, alors, même chose, pour ce qui concerne les signes, on va rajouter ici le signe moins. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment le corps B se rend-il compte, pour le dire d'une certaine façon, de l'existence du corps A et inversement? C'est-à-dire, cette interaction qui apparaît de façon instantanée et simultanée, en fait, qu'est-ce qui détermine qu'un corps détecte la présence de l'autre pour que l'interaction apparaisse? Alors la réponse à cette question est associée à une nouvelle notion, une notion qui naît justement pour essayer d'expliquer ce phénomène des interactions à distance et qui correspond à ce qu'en physique on appelle un champ. Dans ce cas, il s'agira de champ de force. D'une façon générale, pour expliquer la notion de champ, on va partir d'un exemple beaucoup plus banal, on pourrait dire. Imaginons que nous avons un feu de bois qui est allumé. Alors, ce feu de bois, il y a une combustion, une réaction qui dégage de la chaleur. Donc, si je me déplace autour de ce feu, je vais sentir la chaleur qui se dégage. Donc, si je me promène autour de ce feu avec un thermomètre, je vais mesurer la température en différents points de l'espace et je vais donc avoir des
valeurs de température différentes. On peut dire que ce feu de bois, de par sa présence, modifie en son voisinage les propriétés de l'espace en modifiant la température. De telle sorte que quand je me trouve en un point de l'espace autour de ce feu de bois, je vais sentir la présence de ce système qui dégage de la chaleur par le fait que cela va modifier la température en différents points de l'espace. D'accord? Donc, on dit qu'il existe autour de ce feu de bois un champ de température, oui, et ce champ est caractérisé par la valeur que prend cette grandeur physique, la grandeur température, dans l'espace autour du feu de bois. Un champ en physique, et donc la variation, la valeur qu'il prend en différents points de l'espace, une grandeur physique. Donc, si nous revenons au champ gravitationnel et au champ électrique, l'interprétation à travers la notion de champ établit que si nous considérons un corps de masse m, ce corps, par sa présence, va modifier les propriétés de l'espace autour de lui, de telle sorte que un autre corps de masse petit m va subir les effets de ce champ par une force, dans ce cas attractive, oui, orientée vers le corps qu'on appelle le corps source, ce corps de masse grand M. De la même façon, un autre corps de masse petit m' va également subir les effets de ce champ par l'existence d'une autre force. Alors si celle-ci, je l'appelle F, celle-ci, je vais l'appeler F'. Par conséquent, l'existence de la force n'est pas interprétée en termes de l'interaction entre les deux corps, mais en termes du fait que, par la présence de ce corps de masse grand M, les propriétés de l'espace sont modifiées, de telle sorte qu'un corps de masse petit m susceptible de subir l'action de ce champ va être soumis à une force attractive. Les caractéristiques de ce champ donc, vont être associées à la valeur et à la direction et sens de la force que le corps expérimente en chaque point de l'espace. D'accord? Alors, comment cela est lié à la loi de Newton? C'est-à-dire, est-ce que cette nouvelle interprétation du phénomène détermine que l'interprétation que Newton lui a donnée et qui lui a conduit à établir cette équation n'est plus valable? Eh bien non, justement. Si nous analysons la situation, par exemple, le corps, je vais utiliser la nouvelle notation, donc petit m et grand m, le corps de masse petit m donc, va être soumis à une force que je peux calculer de cette façon. D'accord? Si je déplace le corps petit m à une nouvelle distance, par exemple d', on trouve que le corps de masse petit m va être soumis à une nouvelle force, donc g que multiplie petit m que multiplie grand M divisé d' au carré, et nous pouvons donc calculer cette nouvelle force. Si à la place de petit m, je mets maintenant un autre, je pourrais de la même façon calculer, mettons, voilà, une seconde, F égale G que multiplie m seconde que multiplie grand M divisé d au carré. Donc en fait, si nous comparons pour commencer ce qui se passe en ce point, nous voyons que ce qui change, ce qui fait changer la valeur de la force, c'est la valeur de la masse de l'objet test qu'on a placé en ce point de l'espace. Tout le reste dans l'expression reste pareil dans les deux cas. C'est-à-dire que la propriété de l'espace en ce point qui va déterminer que la force va prendre cette valeur, elle est associée à
ce paramètre dans lequel on trouve la constante grand G, la masse de l'objet source qui crée le champ et la distance entre le point dans lequel on place cette nouvelle masse, appelons-la la masse test, par rapport à l'objet source. D'accord? Donc, cette grandeur, cette nouvelle grandeur que nous définissons, c'est ce que nous appelons le champ de gravitation. Donc, le champ de gravitation qu'on va représenter par la lettre G cursive, voilà, celle que vous dessiniez quand vous étiez à l'école. Donc, c'est ce qui détermine le champ, et par conséquent, nous pouvons écrire que la force que l'objet de masse petit m expérimente en un point situé à une distance d de l'objet source est égale à petit m, masse de l'objet, que multiplie G, valeur du champ. Donc, pour l'instant, nous avons une relation qui est une relation vectorielle. Alors, scalaire. Comment on transforme ça en une relation vectorielle? Eh bien, si la force est un vecteur, ouais, nous savons qu'une force est un vecteur, il a une direction, un sens et une valeur, eh bien, le champ est lui aussi un vecteur. Et comme la masse est une grandeur toujours positive, alors il faut bien que la direction et le sens du vecteur champ soient les mêmes que la direction et le sens que de la force que l'objet de masse m expérimente à cet endroit situé, disons, à une distance d. Donc, le vecteur champ sera un vecteur collinéaire avec le vecteur f, c'est-à-dire de même direction et sens, voilà, et dont la valeur, en fait, ouais, on peut la calculer. Alors, évidemment, de cette relation dérive celle-là, donc G est égal à F divisé petit m. C'est ce qui permet donc de déterminer la valeur du champ en ce point. Voilà donc une relation importante. J'insiste sur le fait que cette expression détermine, étant donné que la masse m est toujours positive, la direction essence du vecteur champ est égale à la direction essence du vecteur force. Voilà. Alors, si nous appliquons en fait ce que nous savons, que le corps de masse m va exercer sur des objets situés à son voisinage des forces toujours attractives, dirigées suivant la direction qui relie le centre de chaque corps et le centre de cet objet de masse m, nous pouvons dire qu'en chaque point de l'espace, le vecteur champ a la direction qui relie le point considéré et le centre de l'objet m, source du champ magnétique, est orienté vers ce corps de masse m, source du champ magnétique, et la valeur dépend de la valeur de m et de la distance à laquelle se trouve le point que nous considérons. Dans l'expression du champ, donc G, est égal à grand G que multiplie m, masse du corps source, divisé d au carré, d étant la distance entre le point considéré et le centre de l'objet source de masse m, on voit effectivement que plus on est éloigné, plus l'intensité du champ est faible, et donc plus l'intensité de la force expérimentée par l'objet de masse petit m va être faible. D'accord? Et donc, si nous représentons ces vecteurs, normalement les vecteurs devraient être d'autant plus grands que l'objet ou que le point considéré est proche de la source. Nous voyons donc que dans tous ces points, les champs ont une direction qui est radiale par rapport à l'objet qui crée le champ et toujours orientée vers l'objet. Alors, ce que nous avons représenté ici correspond à ce qu'on appelle les lignes de champ
Les lignes de champ étant donc des lignes orientées qui nous permettent de déterminer en chaque point de l'espace quelle est la direction et le sens du champ que nous étudions. Il s'agit donc ici d'un champ que nous appelons un champ vectoriel. Pourquoi? Parce qu'en chaque point de l'espace, le champ doit être décrit par les trois caractéristiques qui définissent un vecteur: la direction, le sens et la valeur. Voilà donc pour la présentation de cette notion de champ que nous reprendrons après par d'autres exemples.